Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session du 1540, le live RPS QVT. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Daéron, qui est ergonome. Alors Benoît, ergonome, c'est quoi et quel est votre parcours? Donc, bonjour à toutes et à tous. Benoît Daéron, ergonome IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels. C'est au fur et à mesure de ma présentation que je vais présenter en détail l'ergonomie que je pratique. Pour parler un peu de mon parcours, donc je suis ergonome depuis 5 ans suite à une reconversion professionnelle. J'ai commencé au préalable dans l'insertion sociale et l'insertion professionnelle. Et en faisant un bilan de manière rétroactive, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, les questions de santé, je les abordais toujours dans mon travail. Donc, aussi bien la santé au départ, on parlait des toxicomanies, on parle aujourd'hui d'addiction. Il y avait la question de la prévention de la crise suicidaire. Et c'est venu d'autres questions, c'est comment être en santé pour accéder à l'emploi, qui est devenu comment être en santé pour rester en emploi. Et donc, c'est ainsi que je me suis formé au CNAM pendant 2 ans à l'ergonomie, ergonomie dite de l'activité, et ce qui explique aussi le titre de mon intervention qui est allé au-delà des gestes et postures pour penser le télétravail. Parce qu'en fin de compte, je m'intéresse avant tout à l'activité et au travail. Je vais vous faire une présentation, donc n'hésitez pas par la suite à poser des questions. S'il y a des sujets qui sont un peu ambigus, ambivalents, s'il y a des besoins d'affiner certains points, il n'y a aucun souci pour y revenir par la suite. Donc, on va parler de télétravail et donc d'aller au-delà des gestes et des postures pour penser le télétravail. C'est-à-dire, quand on regarde le télétravail, on parle du télétravail depuis 2020, on entend beaucoup parler. On a eu un contexte de pandémie. Avant le premier confinement, environ 7% des travailleurs, des salariés faisaient du télétravail. Premier confinement, 27% et deuxième confinement, 15%. On parle de télétravail, mais est-ce qu'on était vraiment dans du télétravail quand on pense au premier confinement? Il y avait cette obligation de rester chez soi. Et au second confinement, il y a eu la possibilité d'ajuster la façon de faire le télétravail, c'est-à-dire plus 5 jours par semaine, mais plusieurs jours par semaine, des choses à retravailler en entreprise. On était en télétravail ou en travail confiné, enfin, j'ai envie de dire, peu importe en fin de compte le problème, la question, c'est que ça a soulevé des questions pour le développement du télétravail. C'est grâce peut-être à ces confinements qu'on est venu s'intéresser au télétravail. Et quand je parle du télétravail, je parle bien d'une organisation du travail pour des tâches qui se font à distance du lieu de travail, soit à domicile, soit un tiers-lieu. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis dans un tiers-lieu pour une question de connexion qui vient poser aussi des questions de l'organisation du télétravail. Et donc, c'est aussi du travail qui se fait à l'aide des outils de l'information et de la communication et aussi sur des durées qui doivent être déterminées a priori en amont. Parler du télétravail, donc confinement, télétravail, quand on commence à faire un peu des retours sur le télétravail, on sent qu'il y a des personnes qui se plaignent de douleur, de tendinite, de stress, d'être mal à l'aise en faisant du télétravail, de ne pas avoir le bon matériel, d'avoir besoin de conseils pour s'installer. On m'a sollicité pour savoir comment s'asseoir dans un fauteuil. Peut-être que mon travail n'est pas qu'ici ou pas ici. La difficulté à déconnecter le soir. Voilà, ce genre de questions qui me font penser que le télétravail pourrait être un risque pour la santé, mais est-ce que ce ne serait pas aussi une ressource? Il y a différentes études qui commencent à arriver qu'en fin de compte, le télétravail peut présenter des risques, peut-être des maux physiques, mais aussi peut-être aussi des maux psychiques. Et donc moi, mon exposé va prendre appui sur l'ergonomie de l'activité, l'ergonomie francophone, avec cet axe de vigilance que j'aime bien, c'est que la santé au travail, ce n'est pas que la santé des articulations. Voilà, la santé au travail, c'est autre chose que les douleurs qu'on peut avoir au niveau des articulations. Alors, ce qui vient à dire, c'est qu'on voit que le télétravail, c'est quelque chose qui a pu être subi ou voulu dans le cadre du confinement. Les réflexions de savoir si on doit le développer ou pas, c'est est-ce que c'est l'organisation du travail, du télétravail qui est à l'origine de ces maux potentiels, ou est-ce que ce ne serait pas un autre déterminant ou d'autres déterminants qui seraient à l'origine de ces maux? Et donc, pour moi, un premier début de réponse, c'est qu'il faut rechercher l'origine qui est forcément multifactorielle de ces douleurs, de ces maux. Et donc, en ergonomie de l'activité, on s'intéresse aux déterminants du travail. Ce qui veut dire que quand on parle des troubles musculo-squelettiques, quand on parlait tout à l'heure de tendinite, tendinopathie, il y a des facteurs qui sont personnels et des facteurs sur lesquels il n'est pas possible d'agir. L'âge, le sexe, l'expérience de la personne aussi, l'habitude de l'exercice, le style de vie. A priori, il y a des comportements de vie qui seraient plutôt des facteurs de risque
pour les troubles musculo-squelettiques associés à d'autres facteurs de risque liés au travail, des caractéristiques psychologiques. Voilà, on sait qu'il y a des personnes, ce matin je parlais avec une personne et qui me disait qu'elle ne connaissait pas la question de douleur physique. C'est quelque chose que, voilà, qu'elle ne connaissait pas. Des personnes qui sont peut-être plus sujettes au stress quand on parle du stress. Voilà, il y a une question d'égalité, enfin plutôt d'inégalité entre les personnes. Par contre, ce qui semble être intéressant à commencer à regarder, c'est qu'il y a aussi des facteurs physiques. La force exercée. On pourrait se dire, à la rigueur, le fait de travailler à un bureau, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir des douleurs? Mais peut-être que ce n'est pas une question de force dans ce cadre-là. Peut-être qu'il va falloir regarder au niveau physique, mais peut-être aussi un petit peu ailleurs. Il y a le travail statique et monotone. Être assis à faire la même tâche. Une intervention où j'ai compté que la personne cliquait 80 fois sur sa souris en à peine 2 minutes. Est-ce que c'est le fait d'être assis qui va poser problème ou est-ce que ce ne serait pas la tâche qui poserait les problèmes? Les contraintes posturales aussi, la façon de pouvoir se tenir à son poste de travail, les gestes répétitifs, je parlais de la souris par exemple, le poste et les équipements inadaptés potentiellement et l'exposition aux vibrations, a priori, c'est un facteur qu'on n'a pas trop à rencontrer dans le cadre du télétravail. Mais on a par contre des facteurs psychosociaux, l'organisation du travail. Télétravail, organisation du travail, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Les relations interpersonnelles. Est-ce que je suis tout seul sans relation quand je suis en télétravail, avant, pendant et après? Les tâches de cycle court. Le faible contrôle sur son travail. La rétribution à la pièce. Le faible encadrement. Formation insuffisante. Une notion toute basique, peut-être à réfléchir pour le télétravail, c'est comment on se connecte à son poste de travail. Est-ce que Internet, cet outil, est quelque chose de facile pour soi ou alors est déjà problématique? La question aussi du manque de pause. Quand on parle de l'origine multifactorielle, ce qui est important de retenir, ce n'est pas une cause qui va générer le trouble, mais peut-être plusieurs causes interreliées qui vont générer ce trouble. C'est de ce fait, donc, en ergonomie de l'activité, on ne va pas parler de bons gestes ou de mauvais gestes, de bon stress ou de mauvais stress, tout simplement parce qu'on considère que dans ce cadre-là, ça serait de chercher à rééduquer le travailleur, agir sur lui. Nous, on est plutôt sur qu'est-ce qui détermine ces gestes, qu'est-ce qui va déterminer ce stress, même si, en parallèle, il peut y avoir des facteurs personnels déterminants. Donc, on va aller chercher du côté du matériel, de l'organisation, de la formation, du système d'information, le produit sur lequel on travaille, l'environnement de travail, pour analyser et co-construire des solutions qui sont généralement des compromis entre la santé et la performance. C'est comment on peut trouver un équilibre pour que l'entreprise continue toujours à produire, malgré tout. Donc, quand on parle de déterminants du travail, c'est aussi considérer que le travail, ce n'est pas forcément que ce qu'on nous demande, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent autour. On a des déterminants du travail, on a parlé du matériel, de l'organisation, les aléas, la diversité des situations, les variabilités aussi qu'on peut rencontrer. Et donc, travailler, c'est s'ajuster, ce qui fait que le travail que l'on nous demande de faire n'est pas tout à fait celui qu'on nous demande de réaliser. Les aléas, un souci de connexion, est-ce que c'est noté nulle part que si j'ai un souci de connexion Internet, je peux faire une autre tâche où je n'ai pas besoin d'Internet? Toutes ces situations, tous ces aléas ne sont pas forcément nommés et c'est peut-être aussi ce qui fait la richesse du travail. C'est cette capacité, cette compétence à faire ce qui n'est pas demandé. Un petit schéma qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a une tâche, en fin de compte. Cette tâche, c'est ce qu'on nous demande de faire, avec des conditions déterminées et des résultats anticipés. Pour prendre un exemple de ce travail prescrit, ce qui m'est demandé, c'est de saisir 10 dossiers avec une bonne connexion Internet, ce qui fait que j'aurai 10 dossiers à produire. En fin de compte, peut-être qu'en aléa, je vais avoir une mauvaise connexion Internet. Et donc là, cet aléa avec des coupures Internet qui font que mes conditions réelles sont dégradées. Ce que ça me demande, ça va être peut-être de travailler de façon un peu plus rapide quand j'ai une bonne connexion pour rattraper ce temps ou de faire d'autres tâches. Et donc, les résultats sont effectifs. Est-ce qu'ils correspondent aux résultats anticipés? Après, c'est à voir. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que l'activité de travail, ça va être de s'adapter. Comment on s'adapte? Comment on régule? Comment on anticipe? En fonction des marges de manœuvre. Par exemple, une mauvaise connexion Internet, ça va être d'essayer de se connecter peut-être un petit peu plus tôt. Mais ça, c'est possible si l'institution donne la possibilité de pouvoir faire un petit peu différemment. Donc, pour mettre en place le télétravail, c'est, comme on disait, aller au-delà du prescrit et au-delà du réel. C'est qu'il y a une première option qui est de donner des conseils, mais ces conseils risquent d'avoir des limites si on ne s'intéresse pas au travail. Ou alors, essayer de comprendre le télétravail pour créer des tâches télétravaillables.
Et dans ce cadre-là, ça veut dire comment on va aller observer le travail d'aujourd'hui, comment on peut essayer de projeter pour le travail de demain, comment on va l'analyser, évaluer, ajuster, affiner, réévaluer aussi, parce que le travail qu'on me demande aujourd'hui, peut-être qu'il ne sera pas tout à fait le même dans 2 ou 3 mois. Donc, si aujourd'hui on me demande de saisir 10 dossiers de 4 pages, c'est peut-être pas la même chose que de saisir 20 dossiers de 3 pages. Pourtant, il y a une page en moins, mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc, ce qui va nécessiter aussi de peut-être affiner et réévaluer au cours du temps ces questions de travail, d'organisation du travail au regard du travail réel. Quand je parle de conseil, j'ai envie de dire conseil utile, inutile, mais en tout cas insuffisant. Quand on était dans le premier confinement, on a été dans cette question de télétravail. Je m'amusais à dire, est-ce qu'on est dans du télétravail, du travail à domicile ou une activité occupationnelle en lien avec son contrat de travail? Parce qu'en fin de compte, on s'est retrouvé vraiment projeté très, très rapidement dans cette question d'organisation du travail. Il y a quelques conseils qui ont fleuri par-ci, par-là, qui étaient de sourire, qu'il fallait aller bien, mais on avait le droit aussi de ne pas aller bien, de faire du sport, de manger équilibré, de s'hydrater. Enfin, il y a plein de conseils sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce qu'en tout cas, ils ne me concernent pas. Parce que dans tous ces conseils, il n'y a pas de travail, tout simplement. Faire du sport, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. En tout cas, ça ne concerne pas le travail. Manger équilibré, c'est pareil. S'hydrater, c'est pareil. Ce ne sont que des conseils, mais qui ne prennent pas en compte l'activité, la tâche à réaliser et l'activité que ça demande. Par contre, je sais qu'il y a des déterminants du travail, qu'il y a une origine multifactorielle des risques, mais aussi des ressources pour travailler, et que travailler, c'est bien sûr une rémunération, mais c'est aussi avoir une utilité sociale. À qui est adressé mon travail? Ça sert à quoi de travailler pour moi, mais aussi pour les autres? La reconnaissance que ça apporte, en quoi je suis un bon travailleur, en quoi je suis un bon collègue parce que je fais du bon boulot, et aussi la question du sens que je mets derrière ce travail. À quoi sert-il pour moi et comment je peux m'y reconnaître ou moins m'y reconnaître dans ce travail? Donc, en fin de compte, ces conseils sont juste limités parce qu'ils oublient ces 3 pôles grisés sur la diapositive, des déterminants, l'origine multifactorielle et la question du sens du travail, de la reconnaissance et de l'utilité sociale du travail. Des conseils aussi que je trouve intéressants, je ne suis pas contre, mais il y a aussi une réalité, c'est créer son propre espace de travail, avoir un espace de travail bien aménagé, travailler avec des bons accessoires ergonomiques. Vous verrez que bon accessoire ergonomique est mis entre parenthèses, entre guillemets, pardon, tout simplement parce que le bon accessoire ergonomique va peut-être pas être suffisant suivant le contexte dans lequel on travaille. Et maintenir la séparation entre la vie privée et le travail. Mais en amont à tout ça, c'est que pour avoir du bon matériel, comme on dit, du matériel ergonomique, avoir un espace de travail, c'est avoir l'espace chez soi pour pouvoir le faire. C'est-à-dire 2 enfants à la maison, 3 chambres. Est-ce qu'on met les 2 enfants à dormir dans la même chambre pour avoir un espace de télétravail? Ça vient poser ce genre de questions. Et ça vient poser ce genre de questions. Où est-ce que je mets mon ordinateur sur la table de la pièce de vie, sur la table du salon? Est-ce que je mets un fauteuil en plus dans cette pièce qui est un petit peu contrainte en espace? Voilà, ça vient poser ces questions. Mais ça vient aussi poser les questions de la place prise par le travail chez soi, mais aussi, et peut-être surtout, quelles sont les tâches qu'il est possible ou difficile de réaliser en télétravail, notamment en termes de connexion, mais aussi les interactions formelles et informelles avec ses pairs, avec ses hiérarchies. Ça veut dire mais comment on communique au travail. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir les communications interpersonnelles, ces colloques singuliers que l'on peut rencontrer entre personnes dans les couloirs. Le photocopieur, ce n'est peut-être pas juste faire une photocopie, ça sert peut-être à autre chose. Mais est-ce que cette autre chose est nécessaire au travail ou pas? A priori, en tout cas, ça semble avoir un sens. Et donc peut-être une utilité aussi par la suite. Et donc, les conseils peut-être un peu plus utiles, c'est quelles sont les tâches aujourd'hui qui sont réalisées au travail? Est-ce que ces tâches sont télétravaillables? Quels sont les déterminants actuels pour que la tâche se réalise? Ou quels sont les déterminants à envisager pour que le travail soit ajustable et réalisable? J'ai l'exemple là dernièrement d'une styliste qui peut très bien travailler de chez elle, c'est pas un souci, sauf qu'il y a des réunions, des rencontres formelles et informelles de créativité. Et donc, c'est comment, par exemple, ces séances de créativité peuvent s'organiser peut-être à distance. Est-ce que c'est jouable? A priori, l'organisation mise en place semble correspondre aujourd'hui par rapport aux projets en cours. Et ça veut dire que peut-être que demain, elles ne correspondront pas. En tout cas, c'est de pouvoir les questionner. Et pour cela aussi, c'est quelles sont les marges de manœuvre disponibles ou à créer pour réaliser ce travail.
si j'ai une mauvaise connexion Internet entre 10h et midi, est-ce qu'il faut absolument être connecté sur Internet entre 10h et midi? Est-ce qu'il est possible d'avoir les marges de manœuvre possibles pour faire un petit peu différemment ce travail? Et ce qui semble important, enfin peut-être central aussi, c'est comment ses relations avec ses collègues, directs, indirects, la hiérarchie, les clients, le public que l'on accompagne, va être pris en compte aussi. C'est comment ça fonctionne malgré tout. Quand on a, là, c'est un début de retour d'expérience. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fin de compte, et on l'entend beaucoup dire, le télétravail me permet d'être meilleur à mon travail, d'améliorer ma performance en télétravail. Donc, ce qui peut être un atout pour le télétravail, pour faire la promotion de ce télétravail. Un exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple du télétravail qui permet de ne pas être dérangé, d'être tranquille pour travailler. Et on le voit en effet dans les instances, dans les bureaux. Il peut y avoir du bruit, des collègues qui interpellent, donc qui peuvent produire un dérangement. On se rend compte qu'en fin de compte, le télétravail permet de ne pas être dérangé, d'être tranquille, parce qu'en effet, pour être dérangé, il faut que la personne prenne son téléphone, envoie un mail. Voilà, c'est moins réactif qu'on peut l'avoir dans un bureau. Des personnes peuvent dire ainsi que, bon, il y a une atteinte des objectifs personnels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ce dérangement? Est-ce que c'est du bruit? Le bruit, peut-être qu'on a une solution pour le résoudre. Est-ce qu'il y a le besoin d'un collègue? En fin de compte, peut-être que ce collègue va me déranger parce qu'il a besoin de quelque chose. Donc là, on parle d'entraide, d'agir ensemble. Ou est-ce que c'est la demande d'un client, d'un usager? Et donc là, si un collègue est en télétravail, ça veut peut-être dire qu'il y a un transfert de sa charge de travail, de face à face. Après, à savoir si ce face à face peut se faire par les techniques, les technologies de l'information et de la communication. Donc, ça pose la question en parallèle de l'atteinte des objectifs personnels, des objectifs collectifs, et du coup, santé à chaque fois. En fin de compte, c'est toujours cette mise en débat. Je pense que la question du télétravail, c'est vraiment de comment on réfléchit ensemble à cette organisation du travail. Et donc, le télétravail, qui est une organisation du travail, peut présenter des risques, mais aussi des ressources. Donc, d'un côté, générer des plaintes, des douleurs, mais aussi développer la santé et qui aura un impact sur l'entreprise. En fin de compte, cette question, ce questionnement amont me semble important parce qu'il y a forcément un effet rétroactif par la suite. C'est-à-dire qu'un arrêt de travail va générer un impact sur l'organisation du travail. Donc, c'est comment on peut faire circuler tout ce questionnement. Et donc, de débattre sur le travail prescrit, le travail réel, comment il se réaliserait également pour pouvoir mettre en place une organisation par télétravail. Intéressant aussi, là, je reprends les propos de Flore Barcellini et de Bobilier Chaumeau, c'est qu'en fin de compte, le télétravail, ce n'est pas de transposer le lieu de travail identique dans la maison, mais c'est également que faire du télétravail, c'est que le salarié a toujours besoin de faire partie intégrante de l'entreprise. Et donc, ce qui pose que le télétravail, aujourd'hui, on est encore dans ce contexte de pandémie, post-pandémie, pandémie. Mais le télétravail peut être vécu comme un privilège qui est donné à l'entreprise à 1, 2, 5, 10 personnes. Et donc, pour atteindre la valorisation sociale et le travail demandé, il peut y avoir sur les télétravailleurs un sur-engagement cognitif, physique, socio-professionnel. Et on arrive donc à une forme de métatravail, c'est-à-dire de travail sur le travail pour le mettre en visibilité. C'est faire plus pour prouver, faire autant peut-être avec moins. On reprend l'exemple de la connexion Internet de moins bonne qualité. Donc, mettre en place le télétravail, c'est vraiment d'aller toujours se questionner c'est quoi le travail réel, le travail prescrit. Et donc, le penser pour demain, nous l'avons réfléchi dans un contexte forcé, mais par contre, ça permet de tirer quelques enseignements. Donc, télétravailler, ce n'est pas faire la même chose, chercher à résoudre des dysfonctionnements ou fuir un ras-le-bol du travail ou des collègues. On est bien sûr une organisation du travail, avec des tâches très télétravaillables versus un transfert de charge, une santé individuelle versus la santé collective. En fait, comment on peut associer tout le monde, la performance individuelle versus la performance collective, pour privilégier, en fin de compte, on parle un peu d'organisation de travail préservante et capacitante, comment on fait de la santé au travail et comment on peut se développer et développer le travail au travail même. Donc, pour le penser pour demain, je ne sais pas si c'est des conseils, en tout cas, c'est des axes de vigilance. C'est partager des règles et des façons de faire du télétravail, en tout cas de faire du travail, admettre et identifier du travail réel avant de mettre une organisation de télétravail, qui est une nouvelle organisation du travail. Donc, c'est comment ça va réguler entre collègues, comment ça va communiquer, comment la charge va pouvoir se répartir. Imaginez une organisation pour le télétravailleur et ses collègues dans l'entreprise. C'est comment on connaît l'avancée des tâches des uns et des autres. Là, j'avais l'autre jour en réunion une salariée qui me disait « Moi, le télétravail, j'essaye d'anticiper
tous ceux dont mes collègues peuvent avoir besoin en mon absence. Donc, ça demande un autre travail. Et donc, c'est quelque chose à peut-être anticiper. Et travailler ensemble, c'est comment on travaille ensemble, à distance ou en présentiel, comment on fait travail collectif et collectif de travail, comment on prend soin de la santé de ses collègues. Donc peut-être que cette intervention que je vous présente aujourd'hui, j'arrive à la conclusion, le titre qui était aller au-delà des gestes et postures pour penser et repenser le travail, c'est peut-être aussi pour le soigner, le télétravail ou le travail. Comment, en tout cas, le télétravail peut être une opportunité de pouvoir questionner la santé au travail. Donc, pour me présenter rapidement, en conclusion, c'est que pour moi, la santé, le bien-être, le confort des opérateurs, des dirigeants et des utilisateurs permettent de développer la performance des organisations, qui permet à son tour de développer la santé, le bien-être et le confort des personnes. Et donc là, je vais toujours aller un peu plus vite pour permettre un temps de questions. C'est qu'on est toujours à la question d'un compromis au travail, alliant santé, performance et qualité, parce que l'entreprise a bien besoin de produire. Et donc, c'est comment on arrive à produire en santé. Voilà. Merci. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Benoît Dairon pour cette présentation qui ouvre effectivement plein de pistes, je trouve, et qui nous met en réflexion sur la question du télétravail. La partie questions va démarrer, donc vous avez la possibilité de poser vos questions dans la rubrique questions qui est en haut à droite. Et soit je les relaye, je les pose à Benoît en direct, soit c'est vous qui montez à l'écran et vous posez vos questions. Voilà. Et puis vous pouvez renforcer les questions par importance avec la flèche. Vous avez cité quelques chiffres, Benoît. Vous disiez avant le confinement, il y avait environ 7% de télétravailleurs. Pendant le premier confinement, 20%. Est-ce que ça vous paraît un chiffre qui est élevé ou normal ou faible finalement? Parce qu'on parlait dans les médias beaucoup du télétravail, tout le monde était en télétravail, et en fait 20%, c'est pas tout le monde quand même. Non, c'est pas tout le monde. Je pense qu'il y a eu des activités qui n'étaient pas possibles en télétravail. Oui, et qu'il y a des entreprises aussi qui ont fermé. C'est vrai qu'en voyant ces chiffres, j'étais un peu surpris. Je m'attendais à plus au niveau du premier confinement. J'étais un peu surpris. Moins surpris par rapport à la baisse du nombre de personnes au second confinement. Mais par contre, c'est le 7 à 20%. Là, j'étais un peu surpris. Je pensais que ça allait être beaucoup plus. Oui, tout à fait. Parce que moi, en fait, ce que j'ai remarqué autour de chez moi, j'habite Le Mans, en centre-ville, c'est qu'au premier confinement, il n'y avait pas une voiture dans les rues. Et au deuxième confinement, ça circulait à peu près normalement, au niveau des piétons et puis des voitures. Alors, finalement, cette expérience du télétravail en confinement, est-ce qu'on pourrait dire que c'est finalement la pire des situations de télétravail parce que ça n'a pas été préparé, anticipé, parce qu'il y avait un confinement, pour pouvoir essayer de penser un télétravail qui serait un télétravail dans un cadre beaucoup plus idéal, en fait? Alors, je ne sais pas si c'est la situation la pire. En tout cas, c'est une situation qui peut permettre de questionner le télétravail. Et c'est ce que je trouve intéressant, justement, c'est qu'en fin de compte, beaucoup de projections. Là, je suis sur un projet d'intervention qui va débuter la semaine prochaine. Et en fin de compte, tout le monde était favorable au télétravail. Et après quelques semaines, voilà, plus d'appréhension. C'est que le télétravail, comment? Je pense que le télétravail fait dans le cadre du confinement a permis de rester chez soi et de voir qu'il y avait peut-être des choses possibles. Dans ce contexte-là, par contre, tout le monde était chez soi. Il n'y avait plus donc pas de retour en entreprise ou de façon très, très ponctuelle pour récupérer un dossier ou des choses comme cela. Donc, ça pouvait fonctionner, j'ai envie de dire, peut-être de façon dégradée parce que tout le monde est en mode dégradé. Aujourd'hui, on est dans une projection où quand on sera en télétravail, a priori, les personnes seront au travail, enfin, en présentiel. Donc, on est vraiment sur ces deux aspects, la question du télétravail, enfin, du travail confiné ou la question du télétravail. J'ai envie de dire que l'un, le travail confiné, permet en tout cas d'ouvrir la réflexion sur le télétravail et les possibilités que ça vient ouvrir, en tout cas, vient ouvrir sur une façon de faire le travail différemment. D'accord. Effectivement. Alors, vous parliez de la question de l'espace de travail quand on est en télétravail. Vous faisiez bien la distinction entre ce qu'est le télétravail et puis le cas particulier, qui est le travail au domicile. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes, on pourrait dire, en télétravail et en même temps, vous n'êtes pas à votre domicile. Pendant le premier confinement, j'avais fait une étude sur le télétravail et les effets sur la santé et j'avais trouvé effectivement des références
réglementaire, législatif, et il préconisait quand même une pièce de 8 à 10 mètres carrés pour un appartement de 70 mètres carrés. Or, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, personne ne peut avoir une pièce entière à consacrer au télétravail. Quelles peuvent être les préconisations, en tout cas les éléments sur lesquels il faut s'attarder, réfléchir pour établir une espèce de poste de travail chez soi? Parce que la plupart des gens, et moi le premier, hein, quand c'était au premier confinement, j'ai fait du télétravail. En fait, je l'ai fait un coup, alors pas dans ma cuisine parce que j'ai une petite cuisine, mais table du séjour, un coup dans le salon, canapé, un coup dans le salon de jardin parce qu'il faisait beau. Mais concrètement, qu'est-ce qui serait bien de mettre en place, ou en tout cas les facteurs ergonomiques pour le coup là qu'il faudrait mettre en avant pour pouvoir envisager un poste de travail convenable? Mais dans ce que vous dites, en fin de compte, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que vous avez bougé. Oui. Et en fin de compte, quand on dit, par exemple, se tenir droit, voilà, voir les jambes à 90 degrés, c'est un conseil qui est limité, parce que si on essaye de prendre une bonne position sans bouger, en fin de compte, on ne peut pas travailler. La question, c'est est-ce qu'il est possible, moi, la première question que j'ai posée, vraiment en amont dans le conseil ergonomique, c'est qu'est-il possible de faire ou pas en télétravail, servant mon entreprise, mais qu'il est possible aussi de faire chez moi. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de la connexion Internet, c'est que, par exemple, là, je suis en filaire. Ça veut dire que je dois avoir un espace qui me permette d'être en filaire. Si c'est pas possible d'être en filaire, ça veut peut-être dire que pour certaines actions de télétravail, je peux pas les faire ici. Et donc, c'est vraiment une question d'équilibre, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. On parle de chez soi parce qu'on était dans un dans un temps de confinement. Je réfléchis là avec la question des tiers-lieux aussi, des espaces de coworking. Est-ce que ça ne viendrait pas trouver une réponse temporaire ou plutôt régulière, en fin de compte, parce que le télétravail, on y pense beaucoup à domicile, mais il y a peut-être aussi d'autres possibilités de le faire. Parce que quand vous disiez 8 à 10 mètres carrés pour 70 mètres carrés de logement, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une question à un moment de possible. Bien sûr. Il y a une question, à un moment, on ne peut pas pousser les murs. Est-ce que c'est problématique d'avoir un peu moins de mètres carrés si c'est ponctuel? Peut-être que ça va devenir un peu plus compliqué. Est-ce qu'on fait du travail de phoning en télétravail ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'un silence, vraiment un silence monastique ou pas pour travailler? Ça va vraiment poser toutes ces questions, mais les mêmes questions que l'on pose en entreprise. Quand je parlais de l'exemple du bruit tout à l'heure, la question du bruit en entreprise, est-ce que c'est du bruit? Ou alors, est-ce que c'est que mon collègue a besoin de me solliciter pour répondre à un objectif de l'entreprise? Et ça vient toujours questionner ça. Et c'est pour ça que je suis assez vigilant sur les conseils que je vais appeler ergonomiques. Oui, il y a des principes. Il y a des principes, en effet, travailler 8 heures, pencher en deux, c'est peut-être pas l'idéal, quoique, moi, dans ma fonction, je travaille généralement chez moi. Et ça m'arrive de travailler quasiment allongé sur un canapé quand je suis en train de lire un rapport. Oui, tout à fait, ça permet, tout à fait. Oui. Et c'est la variabilité et la différence de ces positions qui sont bonnes en fin de compte. Et c'est plutôt quel espace j'ai besoin ou pas pour travailler, est-ce qu'il est possible ou pas. En fin de compte, le télétravail n'est qu'une organisation du travail parmi tant d'autres, et peut-être qu'il y a des choses aussi à voir en parallèle dans l'entreprise. Ouais. Et vous parliez justement de la question du bruit, hein, le bruit ambiant, le collègue, etc. En fait, ça amène une question ou une remarque. Vous différenciez ce qui est de la nature du parasite ou de l'inconfort de sa fonction. Oui, oui, tout à fait. C'est que peut-être que le collègue qui le sollicite a besoin de l'aide à ce moment-là, et comme moi, je peux le solliciter peut-être à un autre moment. Et quand on regarde dans une entreprise, ce qui est intéressant, c'est que on nous dit, par exemple, vous pouvez dire utiliser le mail, mais on voit que les gens ont besoin de parler peut-être à des moments. La question, c'est pourquoi il y a besoin de cette aide et pourquoi cette aide, ce besoin d'entraide est très, très, très fréquent ou pas. Qu'est-ce qui fait dans la tâche, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas faire? Possible. Est-ce que ça veut pas dire qu'un des déterminants du travail serait là, par exemple, la formation? Peut-être un besoin de formation sur un logiciel, par exemple, si on reste sur de la bureautique. Voilà, ce genre de questions qui sont vraiment à poser en amont, je pense.
Alors, ça veut dire qu'en fait, c'est pas, je dirais, l'objet en lui-même, c'est pas l'élément lui-même, soit parasite, soit la position de travail, qui va en faire quelque chose qui va être délétère pour la santé physique. Ça va être son utilisation, sa fonction, son contexte. Puisque vous disiez, vous lisez un rapport allongé, finalement, personne se dirait que le télétravail, c'est bien de le faire allongé. On aurait plutôt tendance à se dire, il faut être assis effectivement sur une chaise plutôt droite, à la bonne hauteur, etc. Et y passer la journée, ce qui ça peut devenir délétère pour la santé. Alors que c'est le principe même d'un principe de bonne position pour une bonne santé. Donc Voilà. c'est paradoxal. C'est paradoxal, mais parce que nous sommes des êtres vivants, des êtres de mouvement. Et alors, je n'ai pas tout le monde en visio. On pourrait faire le test pendant les 20 minutes à venir de tous s'asseoir en étant bien assis, comme on nous dit qu'il faut être bien assis, les articulations à 90 degrés, et d'essayer de dactylographier en même temps quelque chose ou d'écrire. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. La question, c'est d'avoir l'environnement de travail, qu'il soit matériel, organisationnel, qui permettent de pouvoir travailler. Oui. Oui, c'est très, très différent, effectivement, oui. Comme là, vous voyez, je viens de bouger, et Oui. c'est qu'en fin de compte, nous sommes des aides de mouvement parce qu'on a besoin de se réajuster. Mm. Et de me dire qu'il faudrait que je sois à 90 degrés, ce serait juste une contrainte pour moi. Ouais. J'ai envie de dire, le conseil est une base, un repère, et c'est autour de ce repère comment on peut justement agir. Cependant, il y a quand même des notions de base, je dirais. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'avoir déclenché une tendinite en faisant la relecture d'un manuscrit d'un livre, et j'ai passé une semaine entière assis à ma table de séjour chez moi, avec une chaise qui est bien pour manger, mais qui est pas bien pour avoir le bras droit, et puis une souris pas ergonomique, donc ça me tordait complètement. Et à la fin de la semaine, j'avais une tendinite, j'ai été 3 semaines sans pouvoir bouger mon bras. Mais là, ce que vous commencez à dire, c'est qu'il y avait des déterminants du travail peut-être matériel. Oui. Il y avait aussi peut-être d'autres déterminants organisationnels. C'est-à-dire, travailler une semaine sur un dossier de la même position, ça vient interroger autre chose. Enfin, pour moi, ça vient interroger autre chose. L'exemple de la soirée ergonomique est très intéressant. J'ai fait une intervention notamment sur du personnel de bureau. Et dans un cas, je pense que la souris dite ergonomique, et je dis bien dite ergonomique, est une solution. Dans l'autre cas, c'était juste pas la solution. Ouais, parce qu'il y a aussi de la pathologie de la main, de la morphologie de la main par rapport à l'outil. C'est vraiment l'outil qui doit être adapté à la personne par rapport à sa physiologie. Et dans un cas, par exemple, j'avais une souris ergonomique droite dans chaque bureau, mais on avait des salariés qui étaient gauchers. Mais pourtant, il y avait du matériel ergonomique. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est vraiment quelle est ma tâche. Et il y avait ce contexte aussi que la personne était ambidextre. Et que son équilibre, c'était de travailler des deux mains. Et que là, elle ne pouvait plus travailler des deux mains. Donc, c'est vraiment toutes ces questions à chaque fois qu'on vient reposer. Mon discours, pour être vigilant, mon discours n'est pas de dire qu'il ne faut pas du matériel, mais c'est de dire que le matériel n'est pas peut-être l'unique solution. Donc, ça questionne aussi la question de l'organisation du travail. Oui, et le télétravail n'est qu'une organisation du travail possible. Oui, c'est une modalité particulière, en fait. C'est une modalité particulière. Et des personnes... j'ai un exemple qui est assez intéressant, c'est un plombier qui a télétravaillé par boutade, il me dit ça. Et en fin de compte, c'est que le confinement lui a permis de préparer les pièces chez lui au lieu de les préparer penché dans son camion. Et quand il me dit, ouais, moi aussi je fais du télétravail, c'était de se dire, mais en fin de compte, il y a peut-être une possibilité de faire différemment. Effectivement, oui. Ouais. Et donc, c'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça a permis aussi de voir que peut-être qu'au lieu de travailler penché dans son camion, il y avait d'autres possibilités, peut-être d'organisation du travail, pour le préparer et que le camion ne serve, que les tamis dans le camion ne servent qu'à ajuster ponctuellement. Effectivement, finalement, ça fait un télétravail. Effectivement, on pense le télétravail comme sur un secteur qui ne serait pas manuel, mais là, finalement, si. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut employer le mot télétravail par rapport à l'étymologie du mot, mais en tout cas, travailler à distance. Voilà, la distance. Organiser, en tout cas, ça vient organiser différemment. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve. Il y a Camille qui vous pose une question. Elle demande ou il demande, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, Camille, là, en tout cas, Camille demande si vous avez des retours sur les accords négociés en entreprise sur le télétravail et est-ce qu'ils prennent en compte le travail réel. Alors, ça amène une question complémentaire en introduction, si c'est possible, que j'aimerais vous poser. Et ça tombe bien que Camille pose cette question parce que je me demandais si, quand vous faites référence au travail prescrit, travail réel, vous faites référence
à Christophe Dejour? Alors moi, 2 jours est une de mes ressources, mais ça va pas être la principale. Moi, mes ressources sont plutôt liées à l'ergonomie, donc Danielou, des personnes de ce type-là, Duguay, enfin voilà. Mais D'accord. 2 jours est une référence aussi que nous étudions. Et Hmm. pour répondre à Camille, en intervention, en fin de compte, la notion de travail prescrit, la notion de travail réel, c'est un des premiers enjeux d'une intervention ergonomique, c'est de dire que le travail ne se fait pas comme prévu. Et souvent, le travail réel est peu pris en compte parce qu'il est difficile à appréhender. C'est-à-dire que pourquoi un opérateur a mal au dos? Parce qu'il se tient mal. Mais pourquoi il se tient mal? Parce que le matériel n'est pas adapté, parce qu'en fin de compte, il ne sait pas ce qu'il doit faire, parce qu'il n'a pas la formation. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément Hmm. anticipées, enfin, qui sont forcément visibles. Et tous les aléas, en fin de compte, la notion d'aléa n'est pas envisagée, alors qu'on sait que le travail, ce n'est géré peut-être que des aléas. Ça dysfonctionne, ça. Et donc, cette notion de prescrit réel, en fin de compte, c'est vraiment le travail, une partie du travail des ergonomes, c'est de mettre en lumière ça. Et dans les accords inter-entreprises sur le télétravail, je ne pense pas que la notion de travail réel, travail prescrit soit abordée. Ouais, ouais, ouais. En fait, le risque, c'est de se dire, quand on est RH, quand on est cadre, etc., on se dit, voilà, moi j'ai fait livrer des souris ergonomiques, Mmh. on a un super siège, on a un ordinateur qui a la bonne hauteur, etc. Donc on a mis tous les outils en œuvre pour qu'il Mmh. y ait des bonnes conditions de travail, des bonnes conditions physiques du travail, mais que ça ne soit pas adapté ni à la morphologie de la personne, ni à ses habitudes de mouvement, d'exercice du travail. Oui. Oui, parce que par exemple, quand on regarde un poste administratif, je ne connais pas les métiers des personnes qui sont là. Euh, Est-ce que c'est le fauteuil qui est important ou est-ce que c'est l'accès à l'information? Hmm. Des exemples, c'est que si je dois me déplacer toutes les 4-5 minutes pour trouver une information, parce que sur l'intranet de l'entreprise, c'est juste pas possible, je pense pas que ce soit le fauteuil qui soit problématique. C'est peut-être ailleurs. Parce que quand je me déplace, je considère perdre du temps parce que je trouve pas la réponse, parce que mes collègues ne veulent pas me répondre ou ne sont pas disponibles. Voilà, c'est autre chose qui est en cause. Alors qu'a priori, nous avons une souris qui correspond comme il faut, nous avons un fauteuil, un écran, voilà. Et que il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Un exemple que je trouve super intéressant, c'est que la notion de réglage d'auteur de l'écran, on a juste oublié que l'écran ne se règle pas de la même façon entre quelqu'un qui a des lumières à verre progressif et quelqu'un qui n'en a pas. Et que là, déjà, en fin de compte, le conseil, si on ne regarde pas, si on ne s'intéresse pas à la personne et à son activité, déjà, le conseil peut tomber juste à côté et voire être délétère. C'est ce... Donc, donc finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de bons gestes ou de mauvais gestes. Il y a des gestes adaptés à une personne dans un environnement, avec en plus une question d'intensité du travail. C'est-à-dire, si on le fait simplement 10 minutes toutes les 2 heures, c'est pas du tout la même chose que si on le fait une demi-heure toutes les heures. Voilà, c'est ça, ou si on le fait pendant 8 heures à la suite. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Comme c'est corriger un manuscrit. Ouais. voilà, comme corriger un manuscrit. Voilà, peut-être que la question se pose ici, mais peut-être qu'il n'y avait pas possibilité de faire autrement. Alors ça, c'était une contrainte que j'avais, effectivement. J'avais Voilà. une date limite, il fallait que je fasse. Ouais. Donc la question, c'est aussi de remonter les déterminants. Qu'est-ce qui fait qu'il n'était pas possible de commencer avant? Est-ce Mm. que c'était dépendant à vous ou dépendant d'une autre institution? C'est comment on remonte la chaîne des déterminants. Et bien sûr, c'est peut-être qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, mais c'est comment dans l'organisation on peut essayer quand même de dégager des marges de manœuvre. Ouais, ouais, ouais. Tout à l'heure, vous parliez de la question de l'espace, hein, de travail, Mmh. etc. Et j'aimerais vous interroger sur, vous disiez, si on a des difficultés d'accès à Internet pour le télétravail, peut-être qu'on peut se connecter un peu plus tôt, Mmh. là où il y a moins de gens connectés. Et donc, ça amène la question de l'organisation du temps de travail et aussi du contrat de travail, des horaires et de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça vient poser toutes ces questions, et je n'ai pas de réponse toute faite sur ça. En tout cas, ça vient poser que le télétravail, ce n'est pas juste transférer ce que je fais dans le bureau à la maison. Il y a plein d'autres, en fin de compte, nous avons d'autres déterminants qui sont peut-être de vie personnelle. Et Hmm. est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de travailler de 6 heures le matin, de travailler de 6 à 7 et de retravailler le soir de 18 à 22? Je suis pas sûr. Ça veut peut-être dire, par contre, et là c'est un exemple qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une personne qui fait du télétravail mais qui utilise très peu Internet parce qu'elle va travailler plutôt sur de la communication à ce moment-là. Et qu'elle peut réagir en faisant d'autres tâches suivant sa connexion.
Mais ça veut dire des marges de manœuvre. C'est-à-dire que comment on prescrit le travail, mais comment on prescrit le travail avec des possibilités de faire un petit peu différemment. Et de toute façon, il se fera différemment. La question, c'est est-ce qu'on est dans un jeu de dupe ou pas? Et donc, c'est prescrire, mais jusqu'à quel niveau, quel moment on peut aussi construire la prescription ensemble? Comment on peut penser ensemble, dans le collectif de travail, avec sa hiérarchie, avec ses pairs? Oui, parce que des fois, en fait, on peut faire des effets d'annonce, et puis en réalité, on sait très bien que c'est pas ça du tout. Mmh. Alors, il y a une question sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, parce qu'en fait, le télétravail, on a l'impression de découvrir ça là, effectivement, depuis un an, avec le premier confinement. Mmh. Or, si le télétravail, c'est bien le fait de travailler en dehors du lieu de l'entreprise, il y a un métier qui a toujours exercé en télétravail pour à peu près la moitié de son temps de travail, ce sont les enseignants. Mmh. Un enseignant a un nombre d'heures de cours. Alors, si on prend le collège et le lycée, ils ont en moyenne 16 à 18 heures de cours à donner, et Mmh. puis ils ont du temps de correction et de préparation. Et quiconque connaît un enseignant sait que l'enseignant, il ne fait pas ses corrections ni ses préparations de cours au lycée ou au collège, mais il Mmh. les fait à la maison. Oui. Et c'est donc une profession qui, depuis plus d'un siècle, fait du télétravail, avec la moitié quasiment de leur temps de travail. Est-ce que vous avez, vous, des expériences ou un regard sur ça? Parce que moi qui connais pas mal le milieu enseignant, je constate que l'articulation vie personnelle, vie professionnelle n'est pas du tout respectée. La plupart travaillent du lundi au lundi. Souvent le soir après dîner, des fois le samedi, des fois le dimanche, ou très souvent le samedi, très souvent le dimanche, et qu'il y a une charge mentale qui est toujours élevée. Et dans les facteurs de stress, il y a justement la question de la charge mentale Mmh. qui peut Mmh. intervenir, et les facteurs de stress peuvent amener des facteurs eh bien, de lombalgie chronique ou de choses comme ça. Alors moi, je n'ai pas d'intervention en direct avec des enseignants, donc je peux être assez limité sur la réponse. Par contre, ce qui me semble intéressant, ce que je reviendrai questionner en Mmh. parallèle, et donc je ne sais pas si ça peut faire un tollé ou pas, c'est comment l'enseignant appartient à un collectif de travail? Ou comment il est seul face à sa tâche? Et c'est vraiment peut-être qu'une question, en préambule que je poserai, parce Alors, en effet, oui, il travaille seul. En effet, avec des horaires qui débordent. Et quel sens, en fin de compte, moi, c'est toujours la question du sens. À quel moment, en fin de compte, et là, je citerai Claude, à quel moment le travail devient insupportable? mmh. Et quand on se rend compte qu'il devient insupportable, c'est là qu'il commence à faire mal. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'il soit un peu moins supportable? Est-ce que c'est entendable que quelqu'un se retrouve seul sur sa tâche face à un public? Enfin, voilà. Moi, ça me pose d'autres questions en parallèle. Pas Mmh. forcément liées au télétravail, mais en tout cas sur l'organisation du travail en général. Alors sur l'organisation, il y a une évolution énorme hein, dans le métier d'enseignant, c'est-à-dire qu'avant, le temps de télétravail, il faisait de la correction de copies et puis Mmh. de la préparation de cours. Maintenant, Mmh. ils remplissent plein de données d'évaluation en ligne Mmh. sur le site Mmh. de l'établissement scolaire, et ils attendent justement que certains collègues aient fait eux-mêmes l'entrée de certaines données pour qu'ils puissent eux-mêmes entrer les leurs, etc. Mais là, on n'est pas dans un collectif de travail. Non, On est dans une interdépendance. oui. Et moi, j'ai un exemple de quelqu'un de proche qui est enseignant et qui s'est trompé en fin de compte, alors je connais pas trop, hein, qui s'est trompé de système d'information au niveau de l'éducation nationale pendant plusieurs années. En fin de compte, il n'a jamais eu les messages de l'éducation nationale, mais il a réussi à bosser. Ah oui, c'est quand même étonnant, c'est édifiant. Voilà. Et donc, en fin de compte, c'est qu'il y avait d'autres stratégies qui fonctionnaient. Donc, c'est vraiment là où je viens interroger le travail, parce que le collectif de travail, c'est comment mon travail a un impact sur le travail de l'autre et comment je peux l'aider aussi, sans lui dire, sans qu'il me le demande. Enfin, c'est vraiment toutes ces choses qui sont remises en question, à mon avis. Ouais. Euh, Tout à l'heure, sur la question du télétravail, vous disiez finalement le télétravail, c'est presque entre le risque et puis la ressource. Mm. Oui, c'est C'est- une question d'équilibre. Est-ce que vous pouvez développer, alors est-ce que... C'est, en fin de compte, développer, c'est parce que on dit pas plus de 2 jours en télétravail. hmm, En gros, je ne sais pas. En gros, je ne sais pas, ça va vraiment dépendre des interactions qui sont nécessaires pour faire ce travail. C'est-à-dire que si télétravailler, c'est toute une semaine, mais que c'est organiser des visios avec une connexion qui est pas très bonne, un son d'ordinateur pas très bon, c'est peut-être beaucoup toute une semaine. Par contre, si c'est hmm, ponctuellement que j'ai besoin de faire des rencontres, c'est peut-être jouable.
Sachant que ce que disait la citation que je donnais, c'est qu'en fin de compte, le travailleur a besoin de faire partie de son organisation, enfin, a besoin d'être présent dans l'entreprise, même s'il n'est pas là. Oui, oui, oui. Et c'est comment on crée de la charge ou pas, enfin, c'est vraiment de rester sur cette notion d'organisation, d'impossible en fin de compte. Impossible qui permet peut-être de moins avoir de déplacement, de pouvoir faire des tâches un peu plus en autonomie, en indépendance à un moment donné, mais c'est comment aussi ça s'inscrit dans l'entreprise. On ne travaille pas à côté de l'entreprise ou on n'intègre pas l'entreprise chez soi, c'est comment tout ça, ça se relie, ça se joue, ça développe de la santé en fin de compte. D'accord. Donc en fait, on parlait tout à l'heure, il y avait Camille qui parlait des retours, hein, des accords Mmh. d'entreprise. On peut avoir le sentiment que les entreprises vont chercher à faire des accords Mmh. de façon assez généraliste sur le télétravail, alors que d'après ce que vous dites, il faudrait adapter le télétravail à chaque salarié. Hein. Le Code du travail nous dit que le travail doit être adapté à chaque Mmh. travailleur et non le Mmh. travailleur adapté au travail. Mmh. Là, dans le télétravail, un accord d'entreprise ne serait pertinent que s'il permet de faire un télétravail adapté à Oui. chacun de ses salariés. En tout cas, négocier en entreprise par rapport aux tâches qui sont demandées. Et peut-être, oui, qu'en effet, suivant la morphologie des personnes, mais aussi suivant la Mais oui. possibilité d'intégration chez soi ou pas, c'est vraiment des choses des choses à se poser parce que sinon, je pense qu'on peut vraiment dégrader les conditions de travail, en tout cas. Et le risque, c'est que ça soit la bonne intention qui devienne Mmh. une mauvaise action. Parce que vouloir proposer du télétravail à ses salariés Mmh. et puis finalement ne pas prendre en compte la morphologie, comme vous le Mmh. dites très bien, du salarié, ça peut avoir des effets complètement néfastes, enfin délétères sur la santé. Alors qu'on Ah, voudrait au contraire ramener du positif. oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que, en fin de compte, je m'intéresse très peu à la notion de posture ou de geste. Pour moi, ce n'est qu'un élément à prendre en compte parmi une multitude. Parce que je peux dire à quelqu'un, en fin de compte, de se tenir droit, mais s'il ne sait pas ce qu'il doit faire de la journée, ça ne sert pas à grand-chose. Hum, Juste à, juste à créer, à générer un nouveau stress, parce qu'on lui dit que pour ta santé, il faut que tu sois comme ça, sauf qu'il ne peut pas l'être pour une raison, et qu'on lui dit, mais pourtant, on a donné des conseils, enfin, c'est évident, sauf que c'est peut-être pas si évident que ça. hum. C'est vraiment, ça se passe vraiment ailleurs, dans un collectif, seul face à sa tâche. Vraiment, c'est question d'aller regarder le travail. En fin de compte, pour moi, la porte d'entrée, c'est toujours le travail. Hum. Comment il se fait et comment il est possible de le faire ou de ne pas le faire, ce travail. On a, parmi les participants là, on a au moins un médecin du travail euh, qui est au Maroc. Quel serait le conseil que vous pourriez donner à un médecin du travail ou à un infirmier en santé au travail pour pouvoir commencer à aborder cette question-là avec une entreprise? Alors, je ne sais pas si je peux donner un conseil, je dirais Non, pardon, juste, excusez-moi, pas un conseil technique, mais un conseil dans la démarche. un conseil dans la démarche, c'est peut-être aussi de commencer à faire parler comment il se fait le travail. C'est quoi le travail chez vous? Comment il se fait? Ben, je dois faire de la saisie informatique, mais c'est quoi la saisie informatique? Hmm. Ben, en fin de compte, la saisie informatique, j'ai des dossiers que je lis, mais c'est quoi lire en fin de compte? Mais quand vous lisez ce dossier, vous avez tous les éléments? Ah ben non, il faut que je demande à un tel, parce que ça, je ne sais pas faire, parce que là, j'ai pas l'information, il faut que voilà. Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux enseignants, qui doit attendre que son collègue ait saisi pour pouvoir Hmm. saisir. Là, déjà, on voit des interdépendances qui peuvent être peut-être délétères. Et donc, c'est d'aller mettre en lumière ces choses-là. Le télétravail, c'est 90% des salariés dans le cadre du confinement sont satisfaits du télétravail. Très bien. Oui, mais par contre, alors c'était pénible. Qu'est-ce qui fait que c'était pénible? Voilà, d'aller chercher en fin de compte, c'est en fin de compte, alors, on utilise très peu le pourquoi, mais qu'est-ce qui fait que c'est pénible? Qu'est-ce qui fait que, comment ça s'explique que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas? Toujours creuser, c'est que, en gros, j'ai envie de dire, c'est l'image, c'est geste et posture, tiens-toi droit, c'est pas le problème. C'est Hmm. qu'est-ce qui fait que je peux me tenir droit? Qu'est-ce qui fait que je me tiens pas droit? Et qu'est-ce que ça fait de me tenir droit? Qu'est-ce que ça fait de ne pas me tenir droit? Ouais. Et c'est vraiment d'aller chercher ces questions. En fin de compte, ce qu'on voit, c'est d'aller au-delà, toujours d'aller au-delà, d'aller ailleurs. Effectivement, mais c'est pas du tout la première impression qu'on a quand on parle d'ergonomie et d'aménagement du poste de travail. Enfin, la première chose qui vient à l'esprit, c'est vraiment pas ça. Parce que peut-être qu'on confond aussi ergonomie et design. Ouais.
Peut-être aussi parce qu'il y a deux courants de l'ergonomie. Moi, je promeus l'ergonomie francophone, l'ergonomie d'activité. Il y a aussi de l'ergonomie plus anglo-saxonne qui est très biomécanique, hauteur de siège, des choses comme ça. Bon, je la connais mal, mais j'ai envie de dire pour rendre explicite mon débat, le matériel n'est qu'une ressource. La position n'est vraiment qu'un aspect. C'est vraiment d'aller voir ailleurs, toujours ailleurs. Et l'ergonomie va aller regarder le travail. On ne regarde pas l'opérateur, on regarde le travail qu'on fait. Mmh. Mmh. En fait, dans ça, finalement, imaginons, moi, voilà, je suis chef d'entreprise, j'ai une TPE, j'ai 6 salariés, et je me dis, voilà, je vais vraiment faire quelque chose pour eux. Je leur achète des super fauteuils réglables dans tous les sens, même chauffants si on veut, massant, tout ce qu'on veut. Je leur mets une super souris ergonomique, un bel écran à la bonne hauteur, etc. En tout cas, je suppose que c'est à la bonne hauteur. Et puis, je ne fais pas attention au fait que pour pouvoir effectivement effectuer leur travail, ben, ils doivent se lever toutes les 2-3 minutes pour aller chercher un document ou se tourner pour attraper un truc qui est derrière sans arrêt. Finalement, j'ai mis du bon matériel qui n'est pas forcément matériel pour la personne, mais surtout, je n'ai pas repensé l'organisation du travail. Voilà. Et qu'en tant que tel, de se lever, c'est pas le problème. C'est qu'est-ce qui fait qu'admettons, par exemple, j'ai des rotations du rachis sans arrêt dans la journée. Ça va être là les questions. Et que peut-être que là, j'ai l'exemple d'une intervention que j'ai fait dans un bureau qui était juste passionnante et qu'à la fin de l'intervention, il y a quasiment pas d'investissement. Oui. Il y a, en fin de compte, voilà, on pouvait imaginer plein de choses avant l'intervention et qu'en fin d'intervention, ça a été une question d'aménagement du poste de travail, ça a été de le tourner de sens, ça a été de se dire, bah, tiens, des fois je travaille debout, donc peut-être que je peux surélever ma table, une autre table, pour perforer des feuilles. Et qu'en fin de compte, l'investissement, c'est résumé à quasiment rien. Vous voulez dire qu'en fait, des fois, on a peur ou on se dit, voilà, ça va nous coûter vraiment très cher de mettre des outils en place. Et des fois, c'est simplement une question d'organisation du travail qui va amener des gestes et des postures qui vont être adaptés. Tout à fait. Tout à fait. C'est que c'est vraiment d'aller regarder les déterminants. Et ce qui peut aussi faire peur à des moments, c'est de se dire un intervenant ergonome, ça va prendre du temps, ça va coûter cher, mais aussi que c'est comment on détermine une situation de travail sur laquelle on va travailler. Et c'est comment dans le temps aussi l'entreprise s'approprie la démarche pour aller voir un petit peu ailleurs chez elle. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que il y a une question de demande au départ et comment cette demande, on peut l'instruire pour répondre à un besoin ponctuellement pour que l'entreprise se fasse maître de sa réflexion sur le travail. En fait, ça va contre, enfin vraiment, moi le sentiment que j'ai, c'est que ça va à l'encontre de tout le marketing qu'il y a autour du mobilier de bureau, qui va dans un sens où avec tel mobilier, vous êtes sûr, vous n'aurez pas de TMS, alors qu'en réalité, peut-être qu'en conservant le même mobilier, mais en ayant une réflexion sur l'organisation, les postures, on réduit les TMS. Voilà, de toute façon, le matériel a forcément, peut avoir enfin un atout, je pense. Entre un fauteuil qui a 15 ans, qui est défoncé de partout, et un fauteuil neuf, qui a aussi d'autres fonctions de pouvoir s'adapter à la morphologie du corps, ça, il y a pas photo. Sauf que je pense que le matériel, sans penser organisation du travail, sans penser à autre chose, on va résoudre peut-être qu'un problème ou on ne va pas résoudre le problème. Ouais. C'est vraiment pas une garantie de succès. Voilà, moi je serais très prudent. Je travaille avec des fournisseurs de matériel quand je considère que le matériel est une solution, mais c'est rarement une solution unique. Il y a d'autres aspects à regarder ensemble. C'est-à-dire avoir un fauteuil, un exemple très concret en termes d'aménagement, d'avoir un fauteuil comme il se doit, mais dans un bureau qui fait 4 mètres carrés, je ne suis pas sûr de l'efficacité du fauteuil si on est coincé dans un coin. Ouais. Parce qu'on ne peut pas bouger. Voilà, mais c'est des choses concrètes. Hein. C'est d'avoir un écran d'ordinateur portable de la bonne dimension, mais qu'en fin de compte, il y a un câble de connexion Internet qui fait qu'on est obligé de travailler en biais toute la journée parce qu'on n'a pas de... Je ne suis pas sûr du succès aussi de la solution envisagée. Ça va se passer aussi ailleurs. Ouais. Avoir un beau fauteuil et ne pas avoir d'entraide des collègues, ça peut être peut-être plus délétère, par exemple. Oui, tout à fait, oui. Alors, moi, je suis ravi de vous avoir là aujourd'hui parce que souvent, on parle de l'aménagement du poste de travail et
la prévention des TMS, etc. Et puis rarement on parle vraiment des ergonomes qui sont là Mmh. pour y veiller. Et donc, ce que j'aimerais vous demander là, c'est peut-être entrer un peu plus, quitter un peu peut-être la question des situations concrètes de travail qu'on a vues, Mmh. mais parler de votre métier à vous. Vous, quand si vous arrivez sur un plateau et qu'il y a, je sais pas, il y a 6 ou 8 personnes là, vous savez, sur les postes en Mmh. équipe, etc. Si vous avez besoin de faire une évaluation, ça nécessite combien de temps d'observation, des entretiens, comment ça marche? En fin de compte, comment ça marche, c'est que j'ai un premier temps qui est un temps de, j'ai envie de dire, que je vais qualifier d'immersion, après une demande dans l'entreprise. Une demande dans l'entreprise qui va être, par exemple, une demande de geste et posture. Pourquoi pas? Enfin, voilà, je n'ai pas d'a priori. Je vais y aller et je vais aller faire une observation pour commencer à regarder un petit peu ce qui se passe, comment ça travaille dedans. Et là, je vais commencer à renvoyer à l'entreprise. Moi, je pense qu'il peut y avoir une, deux, cinq, 10 pistes de travail, laquelle on va prioriser. Si l'entreprise me dit on va prioriser les souris ergonomiques avant de faire un diagnostic, je me dis il n'y a peut-être pas besoin de moi là, à ce moment-là. Voilà, je pense qu'on peut en acheter. Quoique des fois, là il y a la main. Comment travaille cette main? Comment en fin de compte la main travaille? Et peut-être qu'elle ne travaille pas vraiment sur la souris. J'aurai un exemple à donner sur ça notamment. Et en fin de compte, ça va être de faire cette forme de pré-diagnostic et de se dire, ben voilà, on va cibler cette situation et on va aller creuser. On va vraiment aller faire le tour de cette situation. Et donc là, c'est vraiment des analyses qu'on va qualifier plus de systématiques pour faire diagnostic, plan d'action et simulation. C'est-à-dire qu'avant d'investir, il nous importe de tester, que ce soit du matériel, que ce soit une organisation, grandeur nature, ou alors si c'est sur les interactions, ça peut être sur des maquettes aussi, comment ça circule l'information. Voilà. Et après, on accompagne l'entreprise, enfin j'accompagne l'entreprise dans la mise en place de la solution. Pour rebondir à ça, j'avais eu une demande, par exemple, c'était auprès d'ingénieurs sur des gestes et postures, pour leur dire comment se tenir au bureau, pour bien utiliser le clavier. Et en fin de compte, auprès d'ingénieurs, qu'est-ce qu'on se rend compte un petit peu, c'est qu'ils n'utilisent pas tant que ça la souris ou le clavier. Ils utilisent le papier et crayon parce qu'il y avait plein de codes à noter et le problème n'était pas le clavier ou la souris. Le problème, c'était de comment je me concentre dans un open space, comment j'arrive à lire et comment j'arrive à écrire manuellement les codes que j'ai besoin de retenir en mémoire à court terme. Et donc, la question n'était plus de savoir s'il fallait un clavier d'une telle forme ou une souris de telle forme, c'était comment je peux travailler avec les autres, avec les interactions des autres. Parce qu'ils étaient même mis dans les bureaux par rapport à des métiers, sauf que les interactions ne se faisaient pas dans le métier, mais avec d'autres fonctions d'à côté. Et donc, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, donc difficile de se concentrer. Et donc, le problème de clavier, en fin de compte, est arrivé très, très, très loin derrière dans les pistes de transformation pour l'entreprise. Vous voulez dire que, par exemple, c'est l'arbre qui cache la forêt? C'est-à-dire Oui. qu'on peut avoir une entreprise qui dit, oh là là, on a des ordinateurs qui sont pas adaptés ou des fauteuils pas adaptés, venez travailler sur ça avec nous. Oui. Et en fait, c'est tout autre chose, le problème. Oui, souvent, mais ce qui est normal en même temps, parce que chacun a. euh, Moi, je vais regarder le travail, je vais regarder les traces de l'activité, s'il y a des traces sur les murs, mais c'est mon travail d'aller regarder. C'est qu'il y a un travail d'observation. J'ai envie de dire qu'un dirigeant, c'est normal, enfin, et on le fait tous. J'ai mal au dos, c'est parce que je me tiens pas droit, mais ça, c'est naturel. Mais qu'est-ce qui fait que je me tiens pas droit? Ça peut être que c'est plus compliqué. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour moi? C'est que je ne sais pas faire. Mais est-ce qu'on peut le dire si facilement que ça, que je ne sais pas faire à un moment? Donc mais c'est normal, c'est complètement normal. Oui, c'est normal. Et en même temps, c'est presque, j'allais dire, contre-intuitif. C'est-à-dire que quand on appelle un ergonome pour des questions d'ordinateur, eh bien, on s'attend pas à ce qu'ils viennent nous questionner sur des questions d'organisation du travail. Or, Hmm. si j'ai bien compris, votre métier, ce n'est pas juste des gestes et des postures, ça va bien au-delà, c'est des gestes et des postures dans une organisation de travail. Et c'est d'abord le contexte de l'organisation du travail que vous allez visiblement analyser. Oui, parce que le travail est un système. En fin de compte, j'ai envie de dire que, peut-être pour clarifier mon propos, c'est que le travailleur dépend de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, d'une organisation, et c'est un élément du système. C'est vraiment un élément du système. C'est comment dans ce système ça fonctionne ou ça dysfonctionne. Mais en tout cas, ça fonctionne quand même un petit peu parce que l'entreprise arrive à produire. Oui, suffisamment en tout cas, oui. Voilà. Mais peut-être qu'on pourrait produire mieux. Enfin, c'est toujours un objectif. C'est comment on peut allier santé et performance. Comment ça s'équilibre toujours.
à quel moment sert la santé, à quel moment sert la performance, à quel moment ça les deux, à quel moment aussi on peut faire des choix de moindre qualité, parce que c'est entendable aussi, de se dire, mais là, il faut qu'on produise parce qu'on a besoin de faire entrer de l'argent pour la trésorerie. Mais c'est vraiment d'aller mettre en tout cas tout ça en débat, et que le geste et posture ne sera qu'une réponse. Donc en fait, dans vos interventions, le travail se fait avec, j'ai l'impression, avec tout le monde. Oui, oui, parce qu'il y a des ressources et qu'en fin de compte, c'est si je regarde quelqu'un travailler, je vais dire ah, il se tient pas droit. C'est tout ce que je peux en dire. Mm. Mais s'il se tient pas droit, sans doute qu'il y a une raison Mm. et que c'est peut-être du matériel, quoique des fois on voit des très grands qui travaillent droit et des petits qui travaillent penchés pour d'autres raisons. C'est que comment la matière première vient sur le tapis, comment j'arrive à anticiper les choses ou pas. Et c'est Ouais. vraiment cette notion cognitive, psychologique, comportementale, vraiment toutes ces choses qu'il faut aller identifier pour pouvoir trouver la solution. Ouais. Ça me fait vraiment penser à une remarque qu'on nous avait faite quand je faisais mon master en management de santé et QVT. On nous avait dit, voilà, il y avait un chef d'entreprise qui avait des commerciaux sur la route. Et Mmh. donc, il avait voulu acheter la bonne voiture pour ses commerciaux. Il avait choisi un beau modèle, un bon modèle. Sauf qu'il en avait un qui faisait 1,65 m et un autre qui faisait 1,90 m. Mmh. Et que la bonne voiture était bien pour celui qui était au milieu. Elle n'était pas bien pour le plus petit et pas bien pour le plus grand. Alors qu'il a été d'une bonne intention, de bonne Oui. volonté, qu'il avait mis le prix dans les voitures, elles n'étaient pas du tout adaptées à chacun de ses commerciaux. Enfin, il n'y en avait Mais, qu'un sur trois qui était avec une bonne voiture, en fait. voilà. Mais c'est que le matériel est souvent pensé pour un homme moyen, qui d'ailleurs n'est pas une femme, Mmh. qui est un Mmh. homme moyen d'un certain âge, mais que l'homme moyen, en fin de compte, n'existe pas. Bien sûr, oui. Entre les grands, ceux qui font 50 kilos, ceux qui font 90 kilos, 90 kilos et 1,50 m, 90 kilos et 1,90 m, c'est pas la même chose. Ouais, ouais. Et qu'on imagine, en fin de compte, pour la petite anecdote, j'ai monté un meuble chez moi l'autre jour, et pour monter les tiroirs, il a fallu que j'ai des bras de 1,50 m pour pouvoir y arriver, si je suivais le plan. Sauf que c'est pas comme ça, en fin de compte, pour avoir déjà monté d'autres tiroirs dans un box comme ça, je me suis dit, ça va pas fonctionner. Mmh. Mais si j'avais suivi le plan, en fin de compte, je pouvais pas le faire. Ouais, Ou en tout cas, il fallait que je redémonte à un moment pour pouvoir réussir à fixer deux vis. ouais, Et donc, l'homme moyen, nous n'avons que quelques articulations, nous ne sommes pas articulés dans tous les sens. Et donc, c'est vraiment aller voir qu'est-ce qui fait le travail, en fin de compte, au quotidien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne conclusion. Finalement, le travail, c'est un travail qui est spécifique, unique, même si on a l'impression que tout le monde fait le même travail. Et surtout, le travailleur est quelqu'un de singulier, de différent, et qu'il faut vraiment aller voir chez chaque travailleur, dans chaque contexte, les conditions de travail pour pouvoir améliorer tout ça. Tout à fait. Et même a priori, une entreprise qui fait les mêmes choses, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses différentes Ouais. qui suivent. Bon, il y a Xavier qui fait qui met un commentaire humoristique qui dit le travail c'est la santé. Oui, mais des fois c'est la mauvaise santé et des fois c'est la bonne santé. Mais je rejoins Xavier sur ça, c'est que je pense que le travail, c'est la santé, c'est les déterminants du travail qui peuvent être pathogènes. Hmm. Ben, on va finir avec ce mot de conclusion qui est un mot vraiment adapté. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre présentation et le fait d'avoir répondu aux différentes questions. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.